le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce jeudi. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Quatrième sortie pour cette semaine avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour le grand journal. Joannel François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Ukraine, les États-Unis annoncent une aide militaire de 113 millions d'euros à l'Ukraine. Voici un reportage signé Franc Euro News. Les États-Unis et leurs alliés européens sont réunis en Allemagne pour discuter du renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine. Ce jeudi, le secrétaire d'État américain à la Défense a annoncé la fourniture d'armes et d'équipements militaires à Kiev pour un montant de 673 millions d'euros. Et d'autres pays pourraient rapidement emboîter le pas. Le visage de la guerre change et la mission de ce groupe de contact aussi. Nous allons travailler ensemble pour former les forces ukrainiennes pour le long terme. Nous travaillerons ensemble pour intégrer les capacités de l'Ukraine et renforcer ses opérations conjointes sur le long terme. Nous travaillerons ensemble pour moderniser nos bases industrielles afin de répondre aux besoins de l'Ukraine sur le long terme et nous travaillerons ensemble pour la production et l'innovation afin de répondre aux besoins d'autodéfense de l'Ukraine sur le long terme. Si l'aide militaire des pays occidentaux à l'Ukraine a permis d'inverser le cours de la guerre, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a averti cette semaine contre l'épuisement des stocks des pays membres de l'UE. De son côté, la Russie pourrait se tourner vers la Corée du Nord pour se réapprovisionner en armes. Haïti fait la manchette de l'actualité sur le plateau de France 24. Insécurité, manifestation, les gangs armés. Politologue Jacques Messy de l'Université des Antilles était l'invité de France 24 pour en parler. Écoutons l'extrait de l'émission. Avec nous, Jacques Messy, bonjour, merci de répondre à nos questions. Vous êtes politologue à l'Université des Antilles. D'abord, dites-nous quel est le quotidien des Haïtiens. Il y a des pénuries, combien de gens ne mangent pas à leur faim ? C'est un quotidien très difficile, marqué d'abord par une économie de la crise, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'Haïtiens aux pratiques mafieuses qui tentent d'accumuler de la richesse sur la misère, où tous les biens de première nécessité non seulement sont rares et que le carburant, qui est un produit stratégique, est également un bien très rare, mais c'est une rareté artificielle organisée par des groupes soit qui sont proches du gouvernement, soit également qui sont considérés comme étant des agents de l'économie criminelle, puisque à côté de l'économie de la rareté, il faut le rappeler aussi qu'il y a toute une économie de la criminalité qui s'organise. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pour comprendre le phénomène des gangs, il ne s'agit pas de le comprendre comme étant un phénomène lié à la délinquance. Ces gangs sont insérés dans l'économie criminelle. Ce sont des gangs alliés aux détenteurs des principales poches de la rente, c'est-à-dire des parlementaires, des hommes d'affaires, des entrepreneurs politiques. Et ils jouissent d'une totale impunité. Et puisque c'est un État en décomposition où les principales institutions sont affaiblies, sont mises à genoux, la justice, la police nationale, toutes ces institutions sont frappées d'incapacité de faire face aux défis du moment. Il faut le rappeler. Vous diriez, Jacques Messy, excusez-moi, que le pouvoir actuel profite, en tout cas mise sur l'aggravation de la situation pour rester au pouvoir ?
Oui, parce qu'il faut le rappeler que cette violence, elle était même créée par le gouvernement précédent et que celui-là n'est donc que la continuité du régime précédent, puisque les gangs avaient pour fonction de terroriser la population et d'empêcher tout mouvement de contestation. Donc, ce gouvernement avait annoncé l'organisation des élections, mais il se trouve bien incapable de l'organiser puisque les gangs règnent en maître et certains observent qu'il y a une connivence même entre ces gangs et certaines autorités en place. Donc, et le gouvernement ne montre aucune volonté politique de résoudre le problème. Et il laisse... Et on dirait que c'est dans la procrastination qu'il vit, ce gouvernement. Il laisse filer tous les problèmes, puisqu'il ne dispose ni plan d'attaque contre les sécurités, ni une politique ferme, sauf quelques opérations éparses conduites par la police nationale. Vous le disiez, aujourd'hui, les gangs sont les véritables maîtres de l'île. On apprenait également en juillet dernier la mort du président Jovenel Moïse, qui avait été tué dans des circonstances qui restent mystérieuses. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une enquête, d'ailleurs, qui a été ouverte? Il y a une enquête, mais cette enquête piétine, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques suspects qui sont au verrou, qui sont placés en détention, mais les différents commissaires, les différents magistrats, instructeurs, disons, donnent à tour de rôle leur démission. On dirait que c'est une patate chaude, chacun renvoie la balle, et pour le moment, il n'y a aucune avancée enregistrée sur la disparition du président Jovenel Moïse. Merci beaucoup Jacques Nessy pour ces quelques éléments sur la situation en Haïti, politologue à l'Université des Antilles. Merci à vous. Direction l'Angleterre, Liz Truss a affronté le 7 septembre l'opposition à la Chambre des communes. Après avoir formé son gouvernement, le nouveau Premier ministre britannique doit désormais convaincre la classe politique et la population britannique. Voici un reportage signé RT. Monsieur le Président, je suis honoré de prendre ma place de Première ministre dans cette maison. Liz Truss, officiellement dans l'arène politique en tant que Première ministre. À peine nommée, l'ancienne chef de la diplomatie britannique, aux positions réputées dures, a organisé ce matin son premier conseil des ministres, avant de se rendre à la Chambre des communes pour se frotter à l'opposition. Dans un contexte de crise sociale, économique et énergétique, Liz Truss est au pied du mur. Face aux députés, la nouvelle chef du gouvernement a indiqué qu'elle annoncerait demain une série de mesures pour affronter une période de l'année qui s'annonce particulièrement compliquée. Les gens dans tout le pays se débattent avec le coût de la vie et avec leurs factures d'énergie, je le comprends. C'est pourquoi, en tant que Première ministre, je prendrai des mesures immédiates pour aider les gens face au coût de leurs factures d'énergie et je ferai une annonce à la Chambre à ce sujet demain. Il s'agit de donner la certitude à la population qu'elle pourra passer l'hiver, qu'elle aura un approvisionnement en énergie et qu'il sera à un prix abordable. Désormais, les spéculations vont bon train. La presse britannique anticipe notamment un possible gel des factures d'énergie. Mais face à ses opposants, Liz Truss prévient, sans réformes économiques, ces aides du gouvernement ne seront qu'un pansement. Parmi les pistes possibles, les baisses d'impôts. Une mesure redoutée par les travaillistes à cause de ce qu'elles impliquent comme coupe dans les programmes sociaux qui faisaient partie des promesses de campagne de la nouvelle patronne des conservateurs. Il n'y a rien de neuf avec un chef du parti travailliste qui appelle à davantage d'impôts. C'est toujours la même rengaine, taxer et dépenser. Moi, je veux réduire les impôts, renforcer notre économie, attirer les investissements, les créations d'emplois pour la population de tout le pays. Liz Truss a affiché ses priorités, faire croître l'économie et s'attaquer au système de santé publique. Mais elle a également précisé ses ambitions à l'international avec une position offensive sur le dossier ukrainien. Selon Volodymyr Zelensky, la nouvelle première ministre britannique s'est mise d'accord avec lui pour accroître la pression sur la Russie.
Direction la Tunisie. La Tunisie est en négociation avec le Fonds monétaire international, FMI, pour un prêt d'environ 2 milliards de dollars afin de faire face à sa grave crise financière qui a empiré depuis que le président Saïd s'est emparé des pleins pouvoirs en juillet 2021. Voici un reportage à signer Africa News. Pour confectionner ces gâteaux, cette pâtisserie tunisienne a besoin en temps normal de 3 tonnes de sucre par semaine, 4 tonnes de beurre et entre 7 et 8 tonnes de farine. Autant de produits devenus très difficiles à se procurer ces derniers mois dans un pays frappé par une crise financière et des tensions politiques. Ça c'est rempli par rapport à une petite chambre froide, mais c'est rien du tout. Donc ça c'est 2 jours et ici c'est 3-4 jours maximum. Donc nous on a l'habitude d'acheter par semaine justement. Ça c'est pour la semaine qu'on vient d'entamer. Mais comme on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est ça la crainte. L'entreprise a dû relever ses prix à 2 reprises depuis le début de l'année face au renchérissement des matières premières. Le président tunisien Kais Saïed a lui promis de sévir contre les spéculateurs à qui il impute ces pénuries. On peut trouver des substituts pour certains produits mais pas pour tout. Donc c'est grave et on attend vraiment la solution qui arrive à l'échelle nationale. Ce que je reproche aussi au gouvernement, et c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est quelque chose de très très important. Si on savait ce qui se passe, si on savait ce qui va se passer, ça réduit beaucoup notre stress et le temps qu'on passe tous les jours à trouver des solutions. Pour cet expert économique tunisien Mouez Adidan, la crise est surtout due aux problèmes financiers de l'État tunisien et ses faibles réserves de devises. Le pays est en négociation avec le FMI pour un prêt de 2 milliards de dollars. La note souveraine de la Tunisie, qui est triple C, est un facteur important dans cette situation et sur la crédibilité des fournisseurs tunisiens lorsqu'ils importent des produits. C'est-à-dire, lorsqu'ils importent du blé, de l'huile et d'autres produits, le fournisseur étranger pose des conditions pour être payé à l'avance. C'est-à-dire qu'au port, le fournisseur veut être payé avant de remettre la marchandise. Le ministre des Affaires sociales Malek Zaï a reconnu fin août que la Tunisie était confrontée à des pénuries, les imputant à des perturbations des chaînes d'approvisionnement et à la hausse des prix et des coûts du transport au niveau mondial. Que se passe-t-il dans le monde? Zoom sur le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA publié le 6 septembre sur la centrale nucléaire de Zaporijie. Écoutons la spécialiste géopoliticienne Elvira Vronskaya sur le plateau de la RT. Bonjour à vous. Alors tout d'abord, que faut-il retenir de ce rapport ? Que faut-il retenir de ce rapport? Le rapport contient 52 pages et justement pendant 52 fois était répété le mot bombardement. Sans précision de quel côté ce bombardement de la centrale nucléaire à Zaporijie venait. On sait aussi que le 30 août, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a rencontré M. Zelensky en Ukraine. On espère que ça va donner quelque chose qui ferait arrêter à la partie ukrainienne bombarder la centrale. Parce que la centrale, comme tout le monde le sait, depuis des semaines, elle se trouve sur le territoire libéré par la Russie, contrôlé par la Russie. Donc il n'y a aucun intérêt, comme justement tout à l'heure le président de la Fédération russe a bien dit, qu'il n'y a aucun intérêt pour les Russes bombarder la centrale qui leur fournit l'électricité aux régions de Zaporijie et de Kherson. Ils pensent aussi lier la Crimée à cette centrale. Voilà. Après, bien évidemment, on fait qu'est-ce qui est sorti du rapport, on fait confiance à ces experts internationaux.
aussi il propose la zone du tampon, les zones du tampon, ce que moi personnellement je trouve comme une proposition quand même. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter cette page internationale. Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. En ciel ensoleillé sur Boston, côté météo pour ce aujourd'hui, 71 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius. Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.